Écran plein, Yak? Oui, c'est bon, Oui. c'est bon. Très bien. Bonsoir, Beda. Bonsoir, monsieur. Depuis l'année dernière, Yak? Oui, oui, exactement. Oui, Est-ce que tout le monde est là? oui, monsieur. Tout le monde? Sûr? Monsieur tout le monde. Presque. La plupart. شحال تقريبا 50. Oui, à tout. 50 زعما كلها كاينين 54. 47 déjà. كاينين Et 54. très bien, très bien. Je dois tout à l'heure voir les هذا. Bien. L'année dernière, on avait fait des choses ensemble, d'accord? Et j'espère ne pas tomber dans la, comment on appelle ça, dans la répétition. Monotonie. Qu'en général, hein? La monotonie. Oui? La monotonie. Non, pas la monotonie, non, la répétition. Parce que ce qui se passe dans ce domaine de la nutrition, parfois pour expliquer certaines choses, on revient toujours à des diapositives qui etc., etc. Et j'espère ne pas tomber dans ce piège. C'est pas grave. Est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, on avait fait des exposés? Yak? Oui, oui. Et ces exposés étaient supposés être des notes d'examen. Oui, exactement. Et ces notes d'examen, ils vont être comptabilisés cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour vous assurer, c'est de bonnes notes, c'est de bonnes notes. On ne va pas les jeter comme ça. C'est des notes qui vont vous servir quand même. Est-ce que ici, vous avez aussi vos camarades des autres pays, de la Mauritanie, des autres Tchad, etc. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Voilà. Il faudrait me montrer que vous êtes là parce que je vais m'ennuyer en parlant tout seul. D'accord? Alors, l'alimentation et cycle de vie, ça sera c'est un cours qu'on va quand même commencer aujourd'hui. Vous allez corriger quand même cette adresse ou bien vous la laissez. L'adresse abdelatifbourg@yahoo.fr, vous pouvez toujours la garder. Hein, c'est pour correspondance. Vous avez le numéro de téléphone qui est là. Et vous avez le laboratoire qui change. Il va incessamment changer en 2 ou 3 semaines. Il n'y a plus les mêmes labos que les fois passées. Il y a maintenant des labos, mais en petit nombre, avec beaucoup d'équipes. Donc il y a 3 labos seulement. Et donc c'est pour information, pour ceux qui veulent continuer par la suite et tout ça. Bien. Et le cours, cette année, si vous avez de quoi noter, et bien sûr vous devez noter, parce que beaucoup de choses vous devez les écrire vous-même, si ça vous gêne, pas sûr. Parce qu'à la fin, je vais donner quand même un petit polycopier de récapitulation qui va vous permettre de préparer votre examen. Quel examen, moi je ne suis pas très chaud pour un examen pour vous examiner, pour avoir des notes, etc. Mais je suis beaucoup plus chaud pour que vous appreniez des choses. Donc les examens pour moi ne vont pas être avec vous très... Mais est-ce que ça dépend bien sûr de votre assiduité, de votre présence, de votre, je vais dire, interactivité avec moi, etc. Donc vous aurez en général 3 modules. Un module qui va s'intituler cycle de alimentation et cycle de vie. C'est celui-là. Et dans ce cours, on va voir un petit peu dans les tranches de vie comment se comporte l'humain pour avoir une bonne santé avec l'alimentation. Ceci dit, l'humain avec une bonne santé, parfois il déborde quand il fait des excès ou des défauts dans son alimentation, dans son comportement qui en général s'articule autour de 4 piliers que j'ai toujours dit. Une bonne alimentation, une bonne activité physique, un sommeil récupérateur, un nombre d'heures adéquat, et puis éviter les choses mauvaises comme le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Si j'ai toujours dit ça. Bien, si jamais on tombe dans ces pièges que je viens de vous dire, alors la personne devient malade. À ce moment-là, on n'est pas dans le préventif avec une bonne alimentation, mais on est dans le cas pathologique. Dans ces cas pathologiques, il y a nécessité d'une prise en charge nutritionnelle, mais aussi d'une nutrition clinique. À ce moment-là, il y a une autre dame
qui s'appelle Dr Fatin El Arabi, du ministère de la Santé, donc qui travaille bien sûr sur Casablanca, mais qui appartient au ministère de la Santé. C'est elle qui va vous faire ces parties. C'est une dame qui appartient aussi à notre laboratoire, à mon laboratoire, sur le plan, bien sûr, recherche et vie universitaire. Ça, c'est le premier module. Et dans le cycle de vie aussi, cette dame, il va vous parler un petit peu de la... Bien sûr, moi, je vais en parler des personnes âgées, qui est très important au Maroc. C'était proche de la population. Et dans le monde entier, elle va vous en parler aussi sur le côté, on va dire, très approfondi, parce que sa spécialité est gérontologie, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui est vieillissement, gérontologue, gériatrie, gérontologie. Bien, ça c'est le premier module. Le deuxième module, ça va être la nutrition communautaire. Et cette nutrition communautaire, c'est une discipline, je ne vais pas dire qu'elle est très nouvelle, mais elle est quand même, elle est. On vient de s'intéresser à tout ce qui est communautaire, nutrition communautaire, santé communautaire à travers le monde. On commence maintenant à voir comment travailler à l'échelle de la communauté. Vous savez donc, on peut travailler sur l'individu, point de vue santé, nutrition, clinique, etc. Mais aussi on peut travailler sur le domaine communautaire en général. C'est dommage que je ne vous ai pas fait, mais je vais toujours l'intégrer, comment on peut faire une enquête alimentaire auprès d'un individu, mais comment on peut faire cette fois-ci une enquête à l'échelle de toute une population, d'une région même. Quand je dis région, c'est-à-dire la région de l'Afrique du Nord, ou de l'Amérique, ou de l'Afrique centrale subsaharienne, ou c'est régional. Et aussi à l'échelle d'un pays ou d'une communauté. La notion de la communauté, il ne faut pas la négliger, parce qu'on peut aussi évaluer une communauté sur le plan nutritionnel et santé, et on peut intervenir aussi. Et ce sont les experts que j'espère parmi vous, certains en seront, des experts dans l'avenir, et qui vont, quand ils atterrissent dans un endroit normal, à vie prospère, bien alimenté, ou bien dans un endroit accidenté, ou bien un endroit qui a subi des inondations, une guerre, où vous, en tant qu'expert, vous aurez donc la capacité et la possibilité de faire un diagnostic et un rapport sur la région en question que vous allez soumettre aux autorités compétentes et au gouvernement, et qui vont donc aider à régler ces problèmes alimentaires et par là, problèmes de santé. Vous n'avez qu'à penser comme exemple aux différentes guerres, aux différentes inondations, aux différents problèmes qui surviennent. Ça, c'est le deuxième module, donc la nutrition communautaire. Et là, il pourra y avoir intervention d'autres professeurs avec moi. On peut toujours interférer, nous tous, professeur Abou Salah que vous connaissez, et aussi docteur Fatin El Arabi. Peut-être il y aura d'autres personnes qui viendront vous donner des petites interventions de 1h30, 2 heures, parce qu'ils sont spécialistes dans l'un de ces points. Troisième module, ça va être l'évaluation de l'état nutritionnel. Cette évaluation de l'état nutritionnel, c'est toujours une évaluation, soit par des enquêtes alimentaires, des enquêtes biochimiques, des enquêtes biologiques, mais aussi des enquêtes sur le terrain. Ça rejoint un peu et ça interfère avec ce qu'on va voir dans la communautaire. Mais dans ce troisième module, évaluation de l'état nutritionnel, ça va être spécifique, si vous voulez, à ces analyses, à ces évaluations, à ces assessments en anglais, c'est-à-dire évaluation et estimation, ce que vous voulez. D'accord? Et on va vous apprendre les bonnes manières de faire des enquêtes et tout ça. Mais parallèlement à ça, moi je vais vous faire une bonne partie sur l'analyse de la composition corporelle cette fois-ci. Et là, je vais saisir l'occasion pour vous présenter un peu les différents matériaux biomédicaux.
Le matériel biomédical, c'est quoi? C'est comme un thermomètre, c'est comme c'est pas un rubomètre pour mesurer le tour de taille, c'est comme une toise pour mesurer la taille, c'est comme une pèse-personne pour mesurer le poids, mais aussi d'autres techniques pour mesurer les différents compartiments corporels. L'impédance-métrie, la DEXA, etc., etc. Il y a différentes techniques biomédicales qui sont connues maintenant à l'échelle mondiale, mais il faudrait que vous les connaissiez. Il y en a qui sont très chers d'usage et d'achat. Il y en a qui sont vraiment très chers, mais qui sont fiables aussi. C'est sûr, les plus chers sont les plus fiables, mais maintenant, avec l'avancée de la science, et là, moi, j'ai fait une étude sur les personnes âgées, comment mesurer leur compartiment corporel, et c'était une étude multicentrique à l'échelle mondiale. On était un groupe de 12 experts à travers tout le monde. Et on a, si vous voulez, testé du matériel qui est très léger, qu'on peut porter avec nous, qu'on peut utiliser dans des enquêtes dans le terrain et qui donne avec fiabilité, avec exactitude, l'état nutritionnel et l'état des compartiments corporels des personnes âgées à travers tout le monde. Dans tout le monde. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, comme vous le savez, ils vieillissent et en vieillissant, ils vont un peu perdre de leur densité osseuse. Et donc, ils connaîtront l'ostéoporose que vous connaissez. Et par là, ils vont donc diminuer de taille, de poids, ils vont devenir courbés. Et imaginez, vous connaissez tous le P sur T carré, qui est l'indice de masse corporelle. Si ce P sur T carré, vous le mesurez chez une personne qui dépasse 60-65 ans et au-delà, vous allez avoir un résultat qui jusque-là, beaucoup de gens croient qu'il est bien. Mais il est mauvais, il est biaisé. Parce que la taille n'est plus la même. La personne n'a pas la même ossature, la même densité osseuse. Donc l'homme a diminué et même son poids a diminué. Et si on fait le poids sur la taille au carré, c'est faux. Parallèlement à cela, il y a des formules qu'on peut utiliser, mais c'est lourd et ces formules prennent beaucoup de temps. Maintenant, il y a cet appareil dont je vous ai parlé, moi, et sur lequel j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup d'études avec des comités d'experts à l'échelle internationale. Je vais vous en parler donc dans ce cours. Ça nous vous fera donc Alors moi, est-ce que vous avez, si quelqu'un parmi vous pourra, ou tous, il n'y a pas de problème, est-ce que vous prenez note de ce que je dis? C'est ça ma question. Là, oui, là, non. Oui, monsieur. Est-ce que vous prenez note? Oui, monsieur. Est-ce que 5 ou 6, vous pouvez parler, me dire nous sommes là, monsieur? Nous sommes là, monsieur. Nous sommes là, Ouais, monsieur. nous sommes là, monsieur. Nous sommes là, monsieur. Déjà 8 voix. Les autres, pas grave. Bien. Donc, commençons le cours. Moi, vous m'entendez très bien. Yak? Nous sommes là, monsieur. Oui, Ouais, très bien, monsieur. Vous m'entendez? C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de micro. Non, oui, monsieur. D'accord, très bien. très clair. Ok. Et alors, en guise d'introduction, je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai toujours exposées pour vous, et vous le savez. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas surpasser sans insister un tout petit peu. C'est cette définition de l'OMS sur la santé. C'est un état de bien-être physique, psychique et social, et pas seulement un état de non-morbidité et de fatigue. Ça, on est d'accord. Donc la nutrition est la pierre angulaire de la santé. Ils sont étroitement liés. Vous pouvez écrire ça, bien sûr. Je vais marcher lentement avec vous. Voilà. Comme ça, vous pouvez marquer, comme vous pouvez. Je sais qu'il y en a qui font des captures d'écran, etc., mais vous pouvez aussi noter. Donc, une nutrition équilibrée n'est pas seulement la clé du développement sain des individus, Monsieur, des femmes. Oui. votre écran, vous ne l'avez pas partagé avec Oui, exactement, c'est la même chose. Il n'est pas partagé maintenant? Non. non. Ah On bon? n'entend pas le... Pourtant, chez moi, c'est partagé. Hein.
Oui, oui, moi aussi, c'est partagé. C'est partagé. Oui, Vous ça voyez marche, là, ça marche. Oui, ça marche. Vous devez chercher ça dans la marche pour tout le monde? Oui, ça marche. Très bien. Oui. Non, ça ne marche pas. Si ça marche pas, Essaye de cliquer sur épingler. Épingler. tu dois chercher dans la liste des participants. Maintenant, je suis sur l'introduction. Puis cette diapo, c'est la définition de l'AOMS pour la santé. D'accord? Si on ne voit pas, c'est pas partagé. Non, pour ceux qui n'ont pas partagé, il faut aller sur épingler. Tu épingles Voilà. ça et ça va venir. Tu dois chercher dans la liste des participants. Et tu vas trouver Abdelatif Bour et tu cliques sur épingler. Je le fais déjà, mais ça marche pas. Il y a deux fenêtres Abdelatif. Ah, d'accord. Il y a Abdelatif Bour et il y a Essayez de régler ce problème. Bien sûr. Tu épingles Abdelatif Bour présentation. C'est monsieur qui parle là? C'est monsieur? Marwan. Ah, Marwan, d'accord. Marwan, vous, est-ce que vous téléchargez ce fichier ou bien vous avez une technique de le... Monsieur, quel fichier? Celui-là? Ah bah oui, le PDF, PowerPoint. Monsieur, on peut faire des captures d'écran. Ah d'accord. Marwan, ça marche pas, la épingle, ma bench l'écran. Mademoiselle, on va vous laisser le temps de régler votre problème. Non, Marwan, non. عاونها عافاك أولي. Oui, d'accord. Il y a une كليكيت على إلهام. ديال مسيو البور. كاينين جوج كاين Abdelatif Bour présentation entre parenthèses. C'est la présentation, ما عندك ما ديري فيها. هذيك البريزونطاسيون هي الإبانغلير. D'accord. Vous savez? C'est bon, hein, Ilham? Oui, c'est bon. Ça marche maintenant? Oui. Attendez, Ilham, écoutez, اسمعي بنتي, je vais changer la diapo. دابا فين رحنا؟ مثلا شو؟ bench. ماشي. مازال في الانترودكسيون. لا أنا بغيت إلهام تجاوب انترودكسيون ياك إلهام. ودابا؟ لا مش هبتان. شنو كيبان دابا؟ شنو كيبان؟ إلهام واش كتخدمي في البيسي ديالك ولا في الأورديناتور ديالك؟ في البورتابل. Peut-être عندك un problème في البورتابل. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce problème? Non? لا في الاول كان كيبان ليا ابخي راه مشى كلشي ما بقاش كتبان ليا. وي انا استاذ مشات لك؟ انا مشات استاذ مش كيبان والو. C'est pas vrai. Attendez, je vais essayer un peu de voir. Alors, vous ne présentez plus. Oui. Pour une mise 14 minutes. Votre écran reste visible pendant que d'autres personnes le présentent. Cliquez ici pour revenir à l'appel vidéo. Est-ce que maintenant c'est bon? Non, monsieur. Non monsieur, pas encore. قبيلة كان مي دابا لا. Votre écran reste visible pendant que d'autres personnes présentent. Oui, monsieur. moi aussi, monsieur. حتى أنا كان كيبان ليا وما بقاش. أنا كنشوف باش نحل هذا المشكل. سمعوني راه كاينين جوج ديال السميات ديال الاستاذ ديالنا اللي كيهضر فيها في الميكرو ماشي هي اللي تبركوا عليها، بركوا على السميه اللي ما كيهضرش فيها. هذاك الاوديو فاش كتبقاو تشوفوا دوك لي سينيو ديال الهضره ما تبركوش في هذيك السميه ديال الاستاذ، بركوا في السميه الاخرى اللي فيها الاوديو ساك. Maintenant c'est bon. Maintenant صافي. بانت ليا. C'est bon? داكا. Tout le monde? C'est visible derrière tout le monde. Alors vous allez me dire si on est toujours visible, hein? D'accord? Je suis toujours visible? Oui, c'est bon, ça marche. L'écran, Ziad? Oui. D'accord, donc jusque-là vous suiviez avec moi hier? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc j'ai parlé de certaines choses. Moi, ce que je vais vous suggérer, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut poser une question, il allume son micro. Sinon, vous les éteignez. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de charge sur
sur le système. C'est bon? C'est bon. D'accord. Voilà. Donc l'OMS, dans le petit paragraphe du bas, elle définit la santé comme vous le voyez. En haut, on met l'accent sur la nutrition, comme quoi elle et la santé sont étroitement liées. Et quand cette nutrition est bien équilibrée, il y a un bon développement de l'individu sain, etc. C'est des choses que l'on va voir en détail, bien sûr. Et puis des familles, des sociétés, mais aussi la clé de l'amélioration du capital humain. C'est très bien pour le moment. C'est toujours en guise de rappel. Cette OMS, elle a donné des normes, bien on va dire des pourcentages des apports d'énergie des différents macronutriments. Vous avez les protéines, qu'on peut avoir comme 10 à 15% de notre régime alimentaire, que ce soit végétal ou animal. Quand on mange, quand on prend les repas principaux et puis les collations, petit-déj, déjeuner, dîner, et les collations, quand on quantifie ça et quand on le donne à un logiciel ou on utilise des tables de composition alimentaire on doit avoir de l'énergie, l'apport énergétique total d'origine protéique, dans la limite 10 à 15. Quand on est dans cette fourchette, c'est bien. On peut légèrement dépasser 15% chez certains cas. Par exemple, les grands sportifs. Par exemple, des personnes qui ont une corpulence alors qu'ils sont jeunes et augmentent de taille et de poids aussi. Et aussi chez les personnes qui souffrent de certaines pathologies comme les personnes âgées. Les personnes âgées, ils ont besoin de beaucoup de protéines. Et surtout dans cette période de Covid, les patients Covid, ils ont une destinée, que ce soit des jeunes ou vieux ou pas vieux, etc. Ils ont une destinée semblable à celle des personnes âgées, à savoir la dénutrition. Donc quand quelqu'un est Covid-19 atteint, il doit avoir plus de protéines et c'est ce que font maintenant les différents protocoles de prise en charge préconisés par des organisations internationales, par les ministères de la Santé, par nous-mêmes les nutritionnistes. Donc il faudrait dépasser un petit peu. En termes de grammes, les protéines, on les prend dans la quantité de 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel, c'est-à-dire quelqu'un qui pèse, c'est-à-dire 100 kilos, il a besoin de 80 grammes. 80 grammes, oui. Voilà. Alors, quelqu'un qui est atteint de certaines pathologies, il peut augmenter à 1 gramme, ou un sportif, etc., etc. Mais quelqu'un qui est Covid atteint, il peut aller jusqu'à 1,2, 1,5 même grammes de protéines. Sachant qu'il faut être très prudent avec ces protéines, parce que les protéines en grande quantité, ça atteint les reins, ça pèse sur les reins, sur le foie aussi, et sur beaucoup d'organes nobles. Donc il faudrait prendre beaucoup d'eau pour ne pas atteindre ces organes nobles comme le rein, le foie, etc., etc. Et même pendant cette période Covid, je vais saisir toujours cette occasion pour vous en parler. À chaque fois que j'arrive à quelque chose, cette période Covid, il est conseillé d'être hydraté. Très hydraté, et je vais vous montrer comment plus tard. Bien, toujours ces protéines, quand on est en dessous de 10, on est en état de déficience protéo-énergétique. Et c'est un problème aussi. C'est un problème qui va causer beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies. La cicatrisation ne se fait pas très rapidement. Le développement de l'individu, surtout s'il est adolescent ou enfant, ne se fait pas bien. Même le développement au niveau du système nerveux, etc. Les maladies s'installent très vite, etc., etc. Et les os ne sont pas solides. Et plusieurs autres choses, la peau, les ongles, la chute des cheveux, etc. L'OMS a préconisé toujours 50 à 55% de glucides pour la population, c'est la norme. Au-delà de 55, c'est pour les sportifs et pour des personnes qui ont d'autres choses. En dessous de 50, c'est mauvais, parce que on risque d'avoir l'hypoglycémie, le cerveau risque de cesser de
bien agir, etc. Bon, ça, c'est des choses qu'on va voir ailleurs. 30 à 35% pour les lipides, c'est la fourchette, c'est la tranche qu'il faudrait, c'est les normes. Ça, c'est toujours, je me suis oublié parce que ce n'est qu'une introduction, faut pas que, on a, je crois, parlé de ça l'année dernière. Et alors, d'où est-ce qu'on va amener tout ça? Protéines, glucides, lipides, comme vous le voyez, les 7 éléments, 7 groupes, pardon, pas les 7 éléments alimentaires, mais les 7 groupes alimentaires. 7 groupes. Vous avez les protéines, les glucides, les lipides, mais aussi vous avez les micronutriments. Vitamines, sels minéraux, fibres, les os. Je dis bien les os parce qu'il y a les eaux minérales, les eaux plates, etc., etc. Et puis il y a les nutriments énergétiques. Et vous avez tout ça qu'on trouve dans notre alimentation, avec d'autres choses. Moi, je ne dirais pas d'autres nutriments. Les nutriments, c'est les vitamines, les minéraux, c'est les acides gras, c'est les acides aminés, c'est. Mais je pourrais dire aussi d'autres microconstituants. Les microconstituants, c'est des choses qu'on trouve dans des végétaux, des phytoéléments qu'on trouve dans d'autres structures, les algues, dans d'autres structures marines, etc. Vous n'avez qu'à penser à ces fameux antioxydants et des choses comme ça. Je reviens pour vous rappeler toujours cette figure qui vous montre en haut. J'espère que je vais utiliser. Est-ce que vous voyez la souris qui se déplace? Le pointeur. Oui, oui. Les macronutriments en haut qui nous apportent de l'énergie. Et l'apport énergétique total des glucides, des lipides et des protéines, je vous ai déjà donné les normes. Mais là, ce qu'il faudrait faire attention, c'est qu'il faudrait avoir des choses de qualité. Par exemple, quand l'apport énergétique d'origine protéique, il doit être beaucoup plus d'origine, je ne vais pas dire beaucoup plus d'origine animale, mais il doit être, c'est-à-dire dans notre régime, quand on va faire le rapport PA sur PV, protéines d'origine animale sur protéines végétales, il faudrait qu'il soit beaucoup plus en faveur des protéines animales. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent tous les acides aminés. Donc il n'y a pas d'acide aminé qui manque. Et quand un acide aminé manque ou il est en petite quantité, ça veut dire qu'il va être un facteur limitant. Donc, toujours est-il avec ces macronutriments, il faut être vigilant. Par exemple, les glucides. Les glucides, là, vous le savez maintenant, index glycémique bas, mieux que les index glycémiques élevés. Et les lipides, là aussi, les polyinsaturés, les monoinsaturés sont les meilleurs que les saturés. Et là, on trouve toute la gamme, les autres gammes, les huiles essentielles, les oméga 3 aussi, les oméga 6 aussi, les oméga 9 aussi qu'on trouve dans l'huile, etc. Mais attendez, avant de donner tout, انتوما واش كيبان عندكم في l'écran ديالكم une petite bande en bas, non؟ ما كتبانش ياك؟ Oui, كتبان؟ Ici, il apparaît. Attendez, je vais essayer de mettre hid. Voilà, très bien. C'est caché. Hid. Alors, les résultats de tous ces macronutriments, on les trouve en bas. Acide urique, urée, pour les déchets, gaz carbonique aussi, mais aussi on a l'énergie ATP, ASIC, on a l'eau. Mais avant de passer de là à là, on passe par tout ça, regardez, tout le cycle de Krebs, etc., différentes voies. Et dans toutes ces voies, il y a des choses qui doivent être et qui doivent jouer des rôles, comme cofacteurs, comme etc. C'est des vitamines, regardez, vitamine C, complexe B, etc., etc. Donc, l'alimentation, comme ici, PP, l'alimentation, pour qu'elle soit bien efficace, donc il faudrait avoir et ça, avec. Et là, il faut être dans de bonnes normes pour avoir de bonnes normes en bas aussi. D'accord? Voilà, c'était une introduction. Donc, si on a tout ça, ce que vous voyez dans cette diapo, on a un bon cycle de vie. Et je l'ai projeté l'année dernière, donc vous le voyez, ce cycle de vie, avec bien sûr une période de grossesse constituée de 3 cycles, de 3 trimestres.
et cette période de grossesse le premier trimestre va commander le deuxième, c'est-à-dire, s'il est en bonne et parfaite chose, le deuxième sera bon, et le troisième aussi. Sachant que ces 3 cycles de la femme quand elle est enceinte ne sont pas toujours les mêmes sur le plan difficulté, efficacité, etc. Et vous le voyez à travers la femme enceinte qui souffre beaucoup dans certains trimestres par rapport aux autres. Et même ce premier trimestre, il est un peu difficile parce qu'il y a une espèce de rejet de ce que porte la femme dans sa cavité utérine. Donc il y a problèmes physiologiques, etc. et psychiques pour la femme, etc. Deuxième trimestre, bon, il est un peu bon. Le troisième, il est un peu difficile aussi. Et beaucoup d'études ont montré qu'au 7e mois, le cerveau et l'organisme aussi commencent à sécréter des neurotransmetteurs qui activent un petit peu les contractions utérines de la maman. La préparation à l'allaitement. Non, mais on est au 7e mois. C'est oui. ça, de préparation pour la suite. Mais si la femme ne fait pas attention pendant ce 7e mois, beaucoup d'accouchements prématurés surviennent dans ce 7e mois. Donc la femme, on conseille, les gynécologues, obstétriciens et tout, conseillent à la femme de rester un peu allongée, repos, etc. jusqu'au 9e mois. Puis arrive quelque chose de très bien qui est la naissance dont j'ai parlé, l'accouchement. Et à partir de là, on va connaître le début de la vie nouvellement, donc néonatale. C'est une période néonatale. Mais, si vous regardez avec moi, il y a une période périnatale qui est autour de la natalité, de l'accouchement. Quelques mois, 1 à 2 mois avant, on peut dire jusqu'à 3 mois avant l'accouchement, donc périnatal, et quelques mois aussi, quelques jours, après la période, après l'accouchement, c'est la période néonatale, du renouvellement, bien sûr. Et dans tout ça, à partir de l'accouchement, jusque-là, on est dans la petite enfance, bien sûr. Le nouveau-né se trouve là. Puis, c'est la grande enfance, qui commence à partir de 1 année. Regardez, il va aller jusqu'à 5 ans. Et là, on peut commencer à parler âge préscolaire. Puis l'âge scolaire, regardez. Et ça coïncide avec l'adolescence, jusqu'à 20 ans. Et les 2 périodes d'adolescence sont différentes, que ce soit si on est chez le garçon ou chez la fille. 2 choses, vous le savez maintenant très bien, sur beaucoup de plans physiologiques, psychiques, etc., force musculaire, ossature, tout, taille, augmentation de taille jusqu'à 17 ans chez la femme, jusqu'à 21 ans chez la fille, et jusqu'à 21 ans chez le garçon. Et il y a des interactions ici d'hormones sexuelles. On a donc qui vont stopper la taille et l'évolution de la taille chez la fille à 17 ans parce que ces hormones sexuelles entrer et donc vont concourir à l'hormone de croissance, etc. Et chez le garçon, il y a la testostérone et tout ça. Bon, ça c'est un autre volet. Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, je l'enseigne et je vais cette année, bien sûr, l'enseigner bien comme il faut, si j'ai le temps, bien sûr, dans le master de Wishu. On appelle ça master développement pharmaco chez Hajar. Bien, puis cette période, c'est la pendant laquelle la femme est en âge de procréer, c'est-à-dire elle est prête à donner un enfant, et c'est une période aussi très cruciale chez les femmes, de cette ans de presque 15 ans jusqu'à 49 ans. Et elle va entamer à ce moment-là son vieillissement par la ménopause d'abord. Et là, cette région du vieillissement, imaginez-le, c'est une période qui est toujours négligée, au fait. Elle n'est pas trop étudiée, ni sur le plan scientifique, ni sur... Et les personnes de tous les âges qui travaillent même sur les personnes âgées, un tout petit peu, quand je dis ils travaillent, c'est sur le plan politique, sur le plan économique, financier, qui font des stratégies, qui assoient des plans stratégiques pour le bon processus de vie de l'humanité.
bien qu'ils soient tout proches de la retraite eux-mêmes, moi j'ai assisté à des réunions comme ça, ils ne s'inquiètent pas de cette tranche d'âge qui est les personnes âgées. Ils ne s'inquiètent pas. Et imaginez, même en Europe et même dans les autres régions du monde, ce n'est que par exemple en 2002 qu'il y a eu un sommet mondial sur les personnes âgées à Madrid et qui a donné quand même sa part de la nutrition des personnes âgées. Et depuis lors, moi je me suis un petit peu intéressé et j'ai fait beaucoup de recherches, comme les autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la nutrition cette fois-ci et les personnes âgées, et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de malheurs chez les personnes âgées sur le plan nutritionnel. Ceci dit, c'est pas parce qu'ils sont vieux ou bien âgés, c'est parce qu'on les a mal préparés depuis cette région, depuis là, ils sont mal préparés. Surtout dans certains milieux comme le milieu rural, pour certaines catégories socio-économiques, faible niveau socio-économique, etc. Mais au fait, le tout ne commence pas dans ces régions que je vous ai montrées. J'ai un problème avec la souris. Pas seulement là, mais le problème, et j'espère que j'avais parlé l'an dernier, mais on va le détailler, ça commence là, dans cette période qui s'appelle les 1000 premiers jours. Ces 1000 premiers jours, c'est-à-dire depuis l'accouchement, depuis la conception, c'est-à-dire rencontre des gamètes mâles et femelles, si on commence à compter le nombre de jours, jusque-là c'est 270 jours, et jusque-là c'est, jusqu'à 2 ans, c'est combien? C'est 1000. On parle des 1000 premiers jours. Pourquoi j'ai mis le paquet en rouge? C'est pour vous dire que maintenant, les organisations mondiales qui s'intéressent à l'homme sur le plan nutritionnel et santé, notamment nous les nutritionnistes et tout, maintenant on préconise et on conseille de mettre le paquet sur cette région des 1000 premiers jours. Pourquoi? Parce que, connaissez le starting block, hein, dans les compétitions de course. Regardez, si on fait un bon départ, ce sont les gens qui font le bon départ qui arrivent le mieux à la fin. Tout dépend de ce moment que vous voyez là. Starting block. Regardez. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc tout dépend là. Ce starting block, c'est ça en fait. C'est les 1000 premiers jours. Et ce sont les personnes qui ont fait ça qui vont bien arriver. Pourquoi? Parce que si on fait un bon démarrage, et si on est bien alimenté, et vous regardez ce que l'on a. On a un développement, beaucoup de choses. Je ne vais pas le détailler, mais après je reviendrai bien sûr. Bien sûr, vous pouvez revoir ici comment se développe les trois premières années, surtout les deux, se développent beaucoup de choses. Regardez, le langage va commencer dès là, on commence à mémoriser, à voir des choses à une vitesse vraiment extraordinaire, puis la vision, l'ouïe, etc., etc. Je ne sais pas, ça saute toute seule. Regardez dans ce diagramme, on peut voir beaucoup de choses ici. La neurulation qui se fait ici avant l'accouchement, bien sûr, et les cellules migratoires prénatales qui se jouent à ce moment-là, mais aussi le développement de beaucoup de choses. Regardez, le cognitif, le physiologique, etc. Donc le départ de la vie, les 1000 premiers jours, c'est le plus important. Et même plus que ça. Regardez, on peut voir par exemple un nouveau-né, comment sont ses neurones. Un mois, regardez comment deviennent ces neurones au niveau de son cerveau. Beaucoup plus dendritiques, beaucoup plus imbriqués les uns sur les autres. Au bout de 9 mois, regardez, c'est la troisième barre, 2 ans, et l'adulte. Déjà à 2 ans, ça y est, son cerveau, il est déjà formé, avec toutes les connexions dendritiques et toutes les connexions entre les neurones, etc. Parce que le tout doit se jouer. Et imaginez, pour arriver jusqu'à ce que vous voyez là dans le tableau, 2 ans, il faudrait avoir tout un arsenal. Lequel? Des vitamines, des minéraux, des lipides, des sphingolipides, et de l'énergie par-dessus le marché. C'est pour cela qu'on conseille
pendant ces 1000 premiers jours, qu'il y ait une bonne alimentation de la dame, de la femme, de la maman, mais aussi il faudrait qu'elle allaite. Il faudrait qu'il y ait une mise au sein précoce. Regardez ici, regardez, vous avez ici l'accouchement, et regardez comment se développent les choses. Hein? Le corps, les glandes salivaires, le cerveau, les reins, le thymus, etc. Et le foie, et tout. Tout. Bon, si on parle d'animal, bien sûr, mais c'est de l'homme. Regardez le poids de l'ADN au milligramme. Bien, ici ça veut dire la même chose. On peut stimuler cette croissance quand on joue, quand on fait des interventions nutritionnelles, on peut augmenter et avoir un bon développement de l'individu. Hein, regardez les mois en bas, 6 mois, 12 mois, 8 mois, etc. Et regardez quand on stimule, quand on supplémente, comment ça évolue la vie. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc les principales de la vie, il faut jouer sur ça. Donc il faut mettre le paquet sur les 1000 premiers jours. Mais si on travaille bien ça, ça veut dire qu'au bout de ces 1000, regardez l'individu comment il est. Donc il s'est bien développé et il restera développé, bien développé jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est de là que dépend bien sûr la vie de l'individu quand il sera vieux. Il n'aura pas beaucoup de pathologies, il n'aura pas beaucoup de maladies, etc., etc. Là, c'est une chose que je vous ai, je crois, montré, mais pourquoi je la reprojette ici? Pour vous montrer que depuis la conception, c'est-à-dire la rencontre des deux gamètes, le grossissement, puis la vie de nourrisson et de petit enfant jusqu'à 2 ans, regardez, ces 1000 premiers jours, vous n'avez qu'à les compter, bien sûr. Mais là, on rajoute 90 jours. Maintenant, pour dire que non, ça ne dépend pas que de la femme qui est enceinte et qui a donné cet individu qui sera un individu dans l'avenir, mais ça dépend aussi de 3 mois avant. La femme doit bien se porter pour avoir une bonne rencontre des gamètes et de grossesse, mais aussi le père. Le père, il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose dans le destin de son enfant qui va devenir un homme puis un vieux par la suite. Ou bien de sa fille qui va devenir une femme et qui va donner une progéniture plus tard. Et on parle maintenant de 1090 jours. Et même certains scientifiques et certains organismes parlent des 2000 premiers jours. On va dire 2090 jours. Pourquoi 2000? 2000, ça veut dire jusqu'à l'âge de 5 ans. On n'avait qu'à calculer ça. Et c'est là où il faudrait mettre le paquet. Et je vous rappelle que les organisations internationales appellent ça, cette période de 2 ans, des 2 premières années, 1000 premiers jours, ils l'appellent the window of the opportunity, la fenêtre de l'opportunité. C'est-à-dire c'est là où il faudrait que les 2 parents, père et mère, mettent le paquet dans la vie de leurs enfants, les 1000 premiers jours pour avoir. Et là, il y a des choses qui interviennent aussi, c'est les facteurs épigénétiques. Regardez ici, le sperme des parents, du père, puis les ovules des mères, se joue quelque chose. C'est pendant cette période des 1000 premiers jours, bien sûr, on va dire de la rencontre, et qui se joue par des méthylations, acétylations, etc., au niveau du filament d'ADN, et qui va jouer sur le sexe de l'individu qui va naître. Et c'est là où intervient donc des phénomènes épigénétiques qui dépendent de l'alimentation, de l'environnement, de la santé du père et de la mère. Est-ce qu'ils sont sportifs? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'il ne manque rien? Pour donner une bonne progéniture par la suite. Regardez, la conception, elle est là. Et puis, les gènes vont se rencontrer, des brassages, etc. Et c'est là où certains spécialistes gynéco-obstétriciens, etc., sexologues, tout ce que vous voulez, mettent l'accent
pour des personnes qui veulent choisir le sexe de leur enfant et ils jouent sur ces problèmes d'épigénétique et d'embryogénèse et tout ça. Vous voyez? Donc vous pouvez voir ce schéma, on peut le reprendre et le détailler si vous voulez, même ceux qui veulent le reprendre en tant que et s'approfondir et le détailler à vos camarades, ils peuvent le prendre en tant que exposé, bien sûr. Ce que je suis en train de dire, si vous notez, si l'un des thèmes vous plaît, vous pouvez le mettre comme exposé. Et moi, je serai là pour exposer note d'examen. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, comme l'année dernière. Même si vous n'avez pas reçu mes notes, mais vous allez l'avoir cette année. Bien sûr, ils sont là, ils sont toujours là. Et vous avez la référence en bas aussi, parce que cette référence, c'est de là où j'ai tiré ça. Mais vous allez aussi, à partir de cette référence, retrouver d'autres qui sont encore plus récentes pour bâtir votre exposé ou votre recherche ou ce que vous voulez. L'épigénétique, ça se joue, mais la nutrition y est toujours pour quelque chose, comme je vous ai dit. Regardez, par exemple, là c'est très schématique, le filament d'ADN, regardez. Et il y a des gènes qui constituent l'ADN successifs, qui peuvent s'éteindre ou bien se fermer et devenir masqués et se taire et ne rien donner. Il y en a qui peuvent s'ouvrir. Et en s'ouvrant, avec l'âge de l'individu, ils vont soit aller vers le bon sens de la vie, si bien sûr on est bien épigénétiquement, on est bien, genre bien, etc., etc., on est sportif, etc., et aussi l'alimentation. Regardez, beaucoup d'aliments interviennent. La vitamine B9, la bétaïne, le complexe vitaminique B en général, la choline, bien sûr l'alimentation en général, la méthionine, etc. Et on a des groupes méthyl. Donc il y a des méthylations et des acétylations qui soit ferment le gène et le masque, il va se taire. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui, arrivées à un certain âge, ils voient certaines maladies qui arrivent, ou bien certaines choses, ou bien ils deviennent trop intelligents. Ou bien, parce qu'il y a des gènes qui jusque-là étaient masqués et qui peuvent s'ouvrir. C'est ça l'épigénétique. Ça s'ouvre. Parce que si vous vous rappelez, je l'ai expliqué l'autre fois, si notre filament d'ADN, on peut l'égaler à 100%, ce n'est que 15% avec laquelle nous travaillons. Les 85%, on ne connaît pas ce qu'ils faisaient jusqu'à tout récemment. On qualifiait ces 85% de junk DNA, c'est-à-dire l'ADN poubelle. Il est jeté. Mais ce n'est que tout récemment qu'on a compris que ces 85%, si on est heureux, si on est sportif, si on a de bons amis, si on écoute de la bonne musique, si on fait sa prière, si on fait des choses, on est serein, on est calme, les 85% jouent avec les 15% qui sont exécutives. Ils jouent avec elles, ils interfèrent avec elles par ces choses de méthylation, acétylation. Donc ils ferment les mauvais gènes, et ils ouvrent les bons gènes, etc. Je vous fais là une explication un peu plus caricaturale. Et là j'invite, s'il y a quelqu'un qui peut aussi faire un exposé sur ça, sur l'épigénétique, l'alimentaire et la santé. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu fait cette introduction, on peut aller on peut commencer donc la nutrition pré- et périnatale, que vous avez connue avec moi tout à l'heure, que vous avez vu dans la diapositive, dans le cercle, qui boucle le cycle de vie de l'individu. Et là, la première question qu'on se pose, pourquoi la nutrition périnatale est-elle importante? Pourquoi? Parce que ça dépend. كاين شي صداع كنسمعو. J'entends un bruit un peu bizarre. Il n'y a pas de problème, Yak. Je continue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'abord, j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Ça vous dérange pas si de temps en temps on travaille dans ce créneau horaire? Oui. Non, ça pose Mais il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de monsieur. Surtout avec ces périodes de confinement et des choses comme ça, des interdits de sortir et tout ça, je crois que la nuit c'est mieux que la journée. La Oui. journée, vous pouvez la faire
d'autres activités, des choses comme ça. Oui. Oui, monsieur, vous avez Bien. raison. D'accord, donc si jamais vous souhaitez un changement, quelque chose, vous me le dites. D'accord. Monsieur, Alors pourquoi le... Oui, j'ai une oui, je question, vous s'il écoute. vous plaît. Pourquoi Mhm. on trouve certaines personnes qui suivent de bons régimes alimentaires dans leur vie, et malgré ça, elles peuvent rencontrer des maladies, des pathologies dans leur vie? Je suis en train d'expliquer que c'est tout un environnement, c'est l'épigénétique aussi. Mais aussi c'est les brassages des chromosomes et des gènes, etc. depuis les arrière-grands-parents. Parce qu'il y a des gens, surtout maintenant on parle de beaucoup de maladies rares, des maladies auto-immunes, etc. Il y a des gens qui ont hérité d'un arrière-arrière-grand-parent ou d'une arrière-arrière-grand-mère. Malgré tout, l'homme, il est complexe dans tous ces systèmes. L'homme n'est pas un objet comme un appareil, on va dire, électrique ou électronique qui va, vous lui donner l'alimentation, vous le soignez avec un peu de choses comme ci et comme ça, il restera toujours bien. L'homme, on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dedans. Pour cela que je vous explique depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui sont bien, tant qu'ils sont bien, ils vivent bien, ils mangent bien, et à un certain moment peut apparaître quelque chose. Au fait, si les générations qui se suivent sont saines, c'est sûr que les autres générations futures échapperont à ce problème que vous venez de poser maintenant, de proposer. Venez de poser un problème qu'on trouve partout. Mais si jamais on a des générations qui se suivent et qui sont saines, c'est sûr que la suite des générations sera saine. Mais sinon, il y a quelqu'un dans une population ou dans une lignée familiale qui était malade. Je donne l'exemple de couleur de la peau ou de couleur des yeux. Il y a quelqu'un qui a les yeux verts, alors que toute sa famille a les yeux noirs. Pourquoi? Parce que si on cherche dans son pédigré, on trouvera que quelqu'un de la famille avait les yeux verts, tout simplement. C'est la même chose pour les maladies. Tout est inscrit dans nos gènes, notre ADN. Et c'est là où l'alimentation encore joue un bon rôle. Parce que l'alimentation, il va éviter les mauvais gènes qui vont causer des maladies en les fermant par acétylation. Et il va jouer par ce duo, acétylation, méthylation, fermé, etc. Mais toujours est-il qu'il faudrait avoir une bonne alimentation. Et vous avez vu tout à l'heure l'acide folique, la vitamine tout, le complexe B9, la choline, etc. D'où on revient toujours à ce conseil qu'on connaît. Manger diversifié, manger dans des limites, avoir tout. Et ça, c'est valable parce que ce n'est qu'avant-hier, je ne sais pas, je vais envoyer à Fatem Zahra deux liens. J'ai fait je ne sais pas si vous l'avez écouté sur Midi 1, la Covid et l'alimentation et l'immunité. Au fait, j'ai expliqué tout, mais en fin de compte, on revient toujours à cette conclusion, à ces conseils qu'on donne partout, que ce soit dans une revue scientifique ou dans une revue de vulgarisation, ou à la télé, ou dans des médias. Manger diversifié, manger dans des limites préconisées, conseillées par les organismes qui travaillent dessus, le nutritionnel, etc. Bien dormir, le sommeil doit être réparateur, récupérateur, activité physique, pas trop d'activité physique, hein, entre parenthèses, pendant cette période de Covid, hein, je vous le dis, parce que quand on fait des activités très fortes, on diminue notre immunité quand même. Pourquoi on la diminue? Pourquoi? Il ne faut pas croire qu'on l'augmente, parce que ça consomme de l'énergie. Et le premier qui a besoin de protéines d'énergie, c'est les leucocytes. C'est les globules blancs, pour qu'ils soient formés et en grande quantité. Quand on consomme notre énergie et nos protéines, on n'a pas. D'ailleurs, le protocole expérimental maintenant dans les hôpitaux qui se chargent de Covid-19, c'est beaucoup de protéines et beaucoup d'énergie. Pour permettre, et bien sûr avec des vitamines, avec ceci, le zinc, vitamine C, etc., pour permettre à ces leucocytes de se former. D'accord?
D'accord, mademoiselle, je peux continuer? Oui, monsieur. Merci. D'accord. C'est qui, mademoiselle? La demoiselle qui a posé la question? Manar. Voilà. Hein? Oui? Knidi Manar. D'accord, d'accord. Ok. J'espère que vous avez compris. Bien. Pourquoi la nutrition périnatale, c'est-à-dire juste avant l'accouchement et juste après, est-elle importante? Alors, ça, la réponse, vous la connaissez maintenant, puisque j'ai parlé des 1000 premiers jours, de beaucoup de choses, etc. Parce que le statut nutritionnel de la maman est important lui aussi. Il est important avant la conception, 3 mois, mais aussi après la conception. C'est-à-dire la conception, c'est la rencontre des deux gamètes. Et immédiatement après la naissance, 2 à 3 mois après. Donc c'est une période qui est très, très critique, avec laquelle il faudrait être très vigilant. Et c'est pour cela que les femmes enceintes qui désirent d'avoir un enfant et qui vont chez le gynéco ou bien dans un centre de santé, on leur donne, et vous vous rendez compte, le fer, l'acide folique, et une série de vitamines, etc. Mais aussi, on les suit avec des scanners, pour voir un petit peu l'évolution de l'embryogénèse du fœtus, si on veut. Donc le fœtus, il est très vulnérable, il est très faible, très exposé à ce genre de pathologie quand quelque chose manque. Et surtout, durant le premier trimestre. Et surtout, pendant ce premier trimestre, la femme, en général, ne réalise pas qu'elle est enceinte. Donc là, il faudrait quand même faire attention. Bien. Donc une pauvre nutrition de la mère a 2 conséquences. D'abord, immédiate. Immédiate, ça s'exprime comment? C'est-à-dire une femme qui est malnutrie, utiliser ce terme de préférence que malnutrie pour différentes causes, peut-être parce qu'elle appartient à c'est-à-dire catégorie socio-économique faible, pauvre, choses comme ça. Donc il va avoir premier résultat. Avortement. Un avortement. Non, pas souvent, mais il peut arriver, et là je vais vous parler de ça, de cet avortement. Il peut arriver jusqu'à l'accouchement, et pendant l'accouchement, il aura un petit enfant, petit, chétif, faible poids à la naissance. Est-ce que vous avez une idée sur le poids à la naissance que doit avoir l'enfant pour être dans les normes? Oui. C'est entre 2,5 kg, je crois, et 3,5 kg. Voilà, très bien. Parce qu'en dessous, il a un faible poids à la naissance. Et pas trop. Et immédiat, parmi les conséquences immédiates, c'est-à-dire que cet enfant à faible poids à la naissance, il aura des problèmes quand il sera grand, quand il sera adulte, adolescent, vieux, etc. Donc 2500, pas en dessous de 2500 et pas en deçà de 4000. Parce qu'en deçà de 4000, il sera au-dessus de 4000, pardon, voilà, macrosomique, et il sera donc obèse dans l'avenir avec toutes les pathologies qui accompagnent l'obésité. D'accord? Donc ça, ce sont les conséquences immédiates. Vous savez, l'obésité, si la maman est obèse ou si la maman connaît un diabète gestationnel, qui est le 3e type de diabète qui survient chez les femmes enceintes, s'il n'est pas bien sûr encadré très près par les professionnels de la santé, il risque d'avoir donc un enfant macrosomique, c'est-à-dire obèse à la naissance, et je vais vous en parler. Un enfant obèse à la naissance ou juste après la naissance, il le sera toute sa vie. Et donc ce diabète gestationnel, s'il est bien encadré, il va être passager tout simplement. À un certain moment, la mère reviendra à la normale. Et alors, l'autre, à long terme, alors il a toujours eu, je ne sais pas si vous connaissez cette hypothèse de Barker. Je vous en avais parlé, je crois, l'an dernier, non? L'hypothèse de Barker, vous la connaissez, non? Non. Non, vous la connaissez pas.
c'est à long terme. Maintenant, à moyen terme, immédiat, pas immédiat, à court terme, c'est soit que l'enfant soit à faible poids à la naissance, soit il soit macrosomique. Et à long terme, justement, Barker, c'est quelqu'un qui a, j'espère avoir ici, je reviendrai bien sûr, voilà. Barker, c'est quelqu'un qui a été prisé, il a eu un prix par la Société Danone Internationale en 2005 pour ses contributions à la science de la nutrition, pour comprendre les origines des maladies chroniques. Tout est écrit ici en anglais, comme vous le voyez, et c'était en 2005, au Sud-Afrique, à Durban, qu'il a eu en septembre ce prix. Au fait, il mérite. Pourquoi? Parce que Barker, il a montré que la croissance fœtale, comme c'est écrit dans le texte que vous voyez là, joue un rôle déterminant dans la survenue de certaines maladies chroniques non transmissibles liées à l'alimentation. Maladies cardiovasculaires, diabète type 2, certains cancers, hypertension artérielle, etc. Et c'est à l'âge adulte, imaginez. Donc c'est à long terme. Conséquence à long terme. Autrement dit, c'est écrit, les enfants issus des mères malnutries seront à l'âge adulte cardiopathiques. Et c'est écrit là cardiographique, cardiopathique, pour corriger, hypertendu, diabétique, cancéreux, etc. J'explique. Alors imaginez une fille, je dis bien une fille, je vous dirai pourquoi, qui a 15-16 ans et qui se marie, chose qu'on vivait, c'est pour cela que je vous donne cet exemple, qu'on vivait au Maroc il y a 20-30 ans, et peut-être dans certaines régions du Maroc, mais aussi dans certaines régions dans le monde. Il y a des filles qui se marient très jeunes. Très jeune, ça veut dire qu'elle est adolescente. Ça veut dire qu'elle est en cours de croissance. Poids et taille et tout, formation de ses organes, etc. Elle tombe, la pauvre, enceinte, et surtout si elle appartient à un monde socio-économiquement faible, pauvre, etc., va pas subvenir à ses besoins alimentaires. Donc elle a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, etc. Et son fils, lui aussi, il en a besoin. Alors imaginez la scène. Le fils, qui est son fœtus, fille ou garçon, va vivre un stress nutritionnel dans la cavité intra-utérine. Dans la cavité utérine. Donc une vie intra-utérine mauvaise, stressée nutritionnellement. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Parce qu'il vit dans un environnement mauvais. J'ai parlé d'environnement tout à l'heure. En évoquant quoi? En évoquant l'épigénétique. Ça veut dire que cet environnement va influencer ces gènes. Et il y a des gènes qui vont mémoriser cette mauvaise vie, cette vie de malheur, de stress nutritionnel. Ils vont les garder, ces enfants, dans leurs gènes. Ils vont programmer ces enfants à vivre ce stress et à survivre. C'est comme s'ils sont dans une prison. Ils doivent, après l'accouchement, toujours lutter et survivre. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle un programming. Le programming, c'était le nom scientifique qui a été donné par Barker et ses contemporains et son équipe de recherche, etc. Donc, ces gènes sont programmés par ces phénomènes d'épigénétique. Voilà. Et ils sont là, les enfants, comment ils vont sortir ces petits nouveau-nés? Chétifs, petits de taille, pas clairs dans leur peau. Ils vivent un malheur qu'on peut voir dès leur physionomie. Et donc, on dit quoi? On dit qu'ils ont, c'est un terme que vous devez aussi noter maintenant, qu'ils ont développé un phénotype économe. C'est-à-dire, au lieu d'être gros, d'être bien portant, 2500 grammes à 3000, comme a dit votre camarade tout à l'heure, non, ils vont être très chétifs. Faible poids à la naissance déjà, mais chétifs. Et puis, ils vont, pourquoi? C'est pour avoir un corps, une corpulence qui va être adéquate avec leur apport alimentaire qui est très bas. Et voilà.
Ils sont nés, ils vont aller à l'école par la seule à la crèche, ils vont subir l'allaitement maternel ou pas, puis à la crèche, puis à l'école, puis, à un certain moment, ils vont grandir. Et parallèlement, si vous vous rendez compte, et vos parents peuvent vous le dire, ces dernières années, le Maroc et beaucoup d'autres pays, bien sûr, suite à des programmes de vaccination, suite à la bonne économie mondiale, à la mondialisation, etc., le monde a connu un peu le bien-être. C'est-à-dire un peu de luxe, moins d'activité physique, l'abondance alimentaire, partout on peut manger ce qu'on veut, à faible prix, etc. Alors ces enfants vont trouver un autre environnement, le contraire de ce qu'ils avaient dans la cavité utérine de leur maman. Qu'est-ce qui va se passer? Par ces phénomènes d'acétylation, méthylation, etc., les gènes vont exploser, programmés, qu'ils portent en eux. Et ça y est, ces enfants qui étaient enfants, puis devenus adultes, puis adolescents et adultes, et qui connaissent maintenant le tabagisme, l'alcoolisme, les fast-foods, la voiture et pas la marche, à pied, pas d'activité physique, ces gènes vont exploser, ils vont donner une obésité d'abord, ne serait-ce qu'une obésité tour de taille, obésité androïde, c'est-à-dire beaucoup de graisse dans le ventre, qui est le plus mauvais, le plus méchant. Et puis, à un certain moment, vous allez entendre que les personnes ont le diabète, sont devenues hypertendues, à un jeune âge, je dirais 45 ans, 50, 55 ans. C'est des choses qu'on voit maintenant. Et on le voit beaucoup chez les garçons, chez les hommes, sexe masculin. Chez les femmes, pourquoi? Parce qu'ils sont protégés quand même un petit peu par leurs hormones oestrogéniques, progestéroniques, les hormones sexuelles, ils protègent contre les maladies cardiovasculaires, etc. Mais à un certain moment, quand elles arrivent à la ménopause, ça y est, ça se déclenche. Mais ces maladies, ce que je viens de vous décrire, ce scénario, c'est le scénario sur lequel se basait Barker et a travaillé sur une cohorte de femmes jeunes, malnutries, enceintes, qui ont donné des enfants. Ces enfants sont partis jusqu'à l'âge adulte et il les a suivis sur beaucoup d'années. Et là, s'il vous plaît, j'espère que quelqu'un parmi... Est-ce que l'année dernière, je ne vous ai pas parlé des différentes études crédibles scientifiquement, en vous présentant une certaine pyramide des crédibilités scientifiques. Mais quand je parle comme elle est chez l'an dernier, est-ce que quelqu'un pourra me répondre? L'an dernier, je vous ai parlé des différentes études scientifiques qu'on peut faire sur l'humain, les cohortes, les interventions, etc., les études de laboratoire, les études écologiques, et quelles sont les études les plus crédibles. Est-ce que je vous ai parlé de ça l'an dernier? Non. Non, monsieur. D'accord. Ça veut dire que on va arrêter avec cette hypothèse de Barker. Déjà, nous avons, je crois, travaillé presque... Non, mais on peut avancer un peu. Mais la semaine prochaine, la séance prochaine, qui peut être peut-être même dans cette semaine, rappelez-moi pour vous montrer ces différentes études. Et parmi ces études, Barker a basé son hypothèse d'après une étude, a créé son hypothèse d'après une étude de cohorte de milliers et des milliers, je crois 140 000 femmes ou quelque chose comme ça, et il a suivi leur progéniture, c'est-à-dire leurs enfants, jusqu'à un âge très avancé. Et il a effectivement trouvé que les mères, quand elles sont malnutries, elles donnent des enfants à la naissance chétifs, petits, avec une peau qui n'est pas très parfaite, des ongles cassants, des choses comme ça, et qui ont développé ce phénotype économe, et qui par la suite vont, quand ils trouveront un bon environnement de vie, avec luxe, avec ceci, avec cela, voiture, etc., ils vont développer des maladies de type... Donc, comme vous voyez là, gène prédisposé, et il est programmé. Il y a une exposition cumulative qui existe à l'environnement défavorable par des mécanismes génétiques. Et puis, le phénotype qu'il va développer le fœtus dans la cavité intra-utérine est un phénotype économe. Et on va le savoir, c'est sûr, c'est des gens qui vont être
sujet à des maladies métaboliques, cardiaques, diabète, etc. Quand est-ce que? Quand ils trouveront un mode de vie bien, une activité faible, tabagisme, alcoolisme et l'obésité aussi. Pourquoi? Parce que quand il était en cours de conception, le patrimoine génétique du père et de la mère vont se rencontrer. Là, c'est toujours l'épigénétique qui va intervenir, l'environnement et tout ça. Puis l'embryon préconception, qui doit être bien au fait. Et sinon, quand il y a ce problème de cavité intra-utérine, de malnutrition, etc., il y a un programmine qui va agir sur les gènes. Regardez, normalement, une croissance doit être, qu'il y a une croissance de forme, de taille, composition corporelle qui doit être adéquate, etc. Le mode de vie, tout ça va jouer sur la santé et le bien-être, ou tout simplement la maladie. Si rien ne marche, ou quelque chose, un maillon de ces chaînes ne marche pas bien, donc, soit la composition corporelle qui va être atteinte si on a une mauvaise croissance, s'il y a un programmine, bien sûr, qui va dans le sens du malheur, c'est-à-dire phénotype chez Monsieur, l'homme, oui, est-ce qu'on peut corriger ce problème chez un enfant qui a un faible poids à la naissance pour qu'il bien sûr, n'a... s'y Oui, mettre tout simplement par une bonne alimentation, ne pas s'exposer à ces choses dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les fast-foods, le manque de sommeil, le tabagisme et des choses comme ça. Donc il faut essayer toujours de mener une vie vraiment très, très saine sur tous les plans. d'accord. Autrement dit, agir sur son environnement qui lui agit sur son épigénétique. Parce que si on côtoie des gens heureux, et si on est calme, si on est serein, je dis tout à l'heure, même la prière joue un rôle parce que la personne est vis-à-vis d'elle-même sereine, calme, etc. Si on fait une bonne activité physique, c'est toujours, on revient aux 10 conseils clés. Manger fruits et légumes, éviter le gras, nanana, etc. Vous savez tout ça. C'est avec ça qu'on peut régler ce problème. Parce que il y a un problème, un autre, je vais vous en parler tout à l'heure, chez les femmes qui sont bien nourries et qui tombent enceintes et qui vont donner un accouchement et qui sont aisées, elles, ne sont pas pauvres, donc vont bien nourrir leurs enfants. Il y a un problème qui survient et qui est un peu le même que celui-là. Rappelez-vous, je vais vous le montrer plus tard, je vais en discuter. D'accord, monsieur. Et là aussi, c'est encore plus pire. Pourquoi? Parce que là, avec ce phénotype économique, etc., on peut agir sur ses conditions de vie, changer son environnement épigénétique et tout. Mais là, dans le sujet dont je vais vous parler, rappelez-vous, c'est le rebond adipositaire. C'est difficile, parce que là, on incite l'enfant à se charger en préadipocytes et en adipocytes, qui sont des cellules des tissus adipeux, et qui vont charger l'enfant et qui sera toujours un dépôt de graisse, même s'il fait un régime, il fait du sport, il est toujours exposé. Il suffit qu'il fasse une glace et ça y est, il va reprendre son obésité. Ça, c'est encore pire. Donc, vous voyez, il faut être un peu... Voilà, donc ici, l'hypothèse de Barker, s'il y a malnutrition chez la maman au stade in utero, et même chez le père, hein, parce que ça va s'apporter par les gènes du père, épigénétiquement aussi, qui vivait un environnement et tout ça. Donc, pour s'adapter c'est-à-dire au métabolisme de la maman malnutrie et à son métabolisme à lui, l'enfant, bien le fœtus, et résister à ces conditions méchantes nutritionnelles, donc il va, vous le voyez en bas, développer un phénotype économe, inadapté dès lors que la personne se trouve confrontée de façon durable à une situation de sécurité alimentaire. C'est-à-dire, une fois cet enfant grandi, il va trouver voilà, les fast-foods, va trouver la télévision, je sais pas, les smartphones, toujours endormi, toujours allongé, etc. Va développer ce
cet ensemble de maladies et de pathologies, etc. Bien, la maman ou bien la femme quand elle est enceinte, il y a des recommandations que vous devez connaître, des recommandations diététiques à lui donner. Donc pour concevoir, c'est-à-dire pour tomber enceinte, en ayant, c'est-à-dire une rencontre des gamètes, et donner un enfant plus tard en bonne santé à la naissance, il faudrait qu'elle commence dès la préconception, dès avant qu'elle ne tombe enceinte. C'est pour cela que dans nos enquêtes, on pose toujours une question. Quel est votre niveau socio-économique? Pauvre, moyen, riche? Quel est votre niveau intellectuel? Parce que là, ce que je vais vous dire maintenant, sauf les femmes qui ont un certain niveau d'études universitaires, ou collège, lycée, peuvent être alertés, avertis. Ils peuvent donc savoir qu'il faudrait qu'ils prennent un peu des suppléments en acide folique, hein, parce que s'ils ne prennent pas l'acide folique, au cours de l'embryogenèse, la neurulation ne se fait pas très bien. Je crois que vous tous, vous avez étudié un peu d'embryogenèse avec nous ou ailleurs, et il y a donc la neurulation. Après, bien sûr, la gastrulation, il y a d'autres, la neurulation, l'organogénèse, etc. Quand on commence la neurulation, l'un des premiers éléments qui doit entrer en jeu, c'est l'acide folique, c'est la vitamine B9. S'il n'est pas là, la fermeture des bourrelets neurodorsalement pour donner un tube qui est le tube, c'est-à-dire la colonne vertébrale et la moelle épinière, il ne se fait pas bien. Et il reste deux sillons parallèles qu'on appelle le spina bifida. Bi, ça veut dire deux. Donc on a deux sillons parallèles, mais qui ne se forment pas, qui ne se ferment pas. Et l'enfant va rester avec une colonne vertébrale presque découverte. Le spina bifida, c'est une, comment on appelle ça, c'est une anomalie congénitale. Malformation. C'est pour cela qu'on préconise toujours des échographies pour la femme quand elle est enceinte pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas ce manque d'acide folique ou s'il y avait le manque d'acide folique pendant le premier trimestre sans que la femme se rende compte qu'elle était tombée enceinte et qui a influencé la suite des autres trimestres, etc., pour donner beaucoup plus d'acide folique, etc., dans les doses préventives que vous voyez, 400 microgrammes, mais quand il y a un problème, on doit tomber dans le curatif et on va aller jusqu'à 500 microgrammes, hein, jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Vous voyez, c'est très important donc la vitamine B9. Sinon, à part le spina bifida, il y a aussi le bec de lièvre. Vous avez tous rencontré des enfants avec une lèvre, soit la lèvre inférieure ou la lèvre supérieure, qui est ouverte. Il s'est mal cicatrisé. C'est pour un manque d'un micronutriment, notamment de l'acide folique, etc., alors qu'il était dans la vie intra-utérine. Pourquoi? Parce que sa maman était malnutrie. Donc, où est-ce qu'on trouve, bien sûr, l'acide folique? Il y en a partout. Avocat, salade verte, certains fruits et légumes, Poivre. etc. Oh. Fleurs, choux de Bruxelles, épinards, vous avez ici le tableau. Très riche. Les bonnes, on en trouve dans le pain fortifié, certains céréales, petit-déj, choux, fleurs, pois chiches, l'avoine, flocons d'avoine, ça se vend maintenant partout. On a dans le monde rural aussi. Et un petit peu, on trouve dans les pommes de terre, légumes, majorité des légumes, des fruits, raisins noirs, fruits secs, fromage. Et là, parlons de ça, yaourt, bien sûr, le lait, les œufs, viande de bœuf. Et parlons de ça, fruits et légumes, il faudrait toujours prendre bien ceux de la saison. La saison, parce que si on parle maintenant, par exemple, acide folique, et si on prend des fruits qui appartiennent à une autre saison, croyez-moi, ils n'auront plus cette qualité d'acide folique, ni même quantité, ni même cette âme. Moi, je préfère parler de l'âme du fruit. Le fruit, quand vous le déplacez d'un pays à un autre, il a perdu son âme. Le fruit, quand vous le déplacez de sa saison et vous le mangez hors saison, il n'a plus son âme nutritionnelle et bénéfique pour l'individu.
Donc, pour la femme enceinte, toujours les conseils à donner. D'abord, manger varié, 5 fruits et légumes par jour. Hein. C'est des conseils qui sont donnés par la Société française de nutrition, les autres autorités de santé, etc. Mais on l'applique aussi maintenant chez nous. Manger 5 fruits et légumes à partir de 7 groupes d'aliments aussi. Il faudrait manger tout ce qui est, vous connaissez maintenant les 7 groupes d'aliments. Et puis, tout ce qui est riche en acides gras saturés et en sucre, surtout les sucres rapides d'absorption, les sucres ajoutés qu'on trouve dans les sodas, dans certains jus commercialisés, et aussi les sucres à fort index glycémique. Je ne sais pas si je vous ai parlé de l'index glycémique, mais si vous le désirez, je peux. Si, je crois qu'en vous parlant l'année dernière des sucres et des carbohydrates, j'ai parlé de l'index glycémique, sûrement. Je l'ai expliqué. C'est-à-dire, j'ai expliqué comment on est arrivé jusqu'à l'index glycémique. Pour la femme enceinte, il faudrait toujours lui conseiller quelque chose. Madame, maintenez votre poids idéal. Madame, mettez P sur T carré, votre poids sur votre ça va donner une valeur. Si cette valeur est en dessous de 18, vous êtes maigre. Et si vous êtes maigre, vous allez tomber dans ce problème de 3 mois avant la grossesse qui n'est pas bien. Vous avez tombé dans le problème de l'hypothèse de Barker. Vous allez tomber dans ceci, dans cela. Il faudrait que vous ayez un poids idéal. Et si vous dépassez 25 et même 30, vous serez en surpoids et vous serez obèse. Donc à ce moment-là, vous aurez des problèmes. Donc si on est maigre, la femme est maigre, il a donc une matière grasse corporelle faible et qui peut aussi jouer sur son ovulation future. Parce que la matière grasse, on la conseille. Mais la bonne matière grasse, monoinsaturée, polyinsaturée, acides gras essentiels, pour la femme, en âge de procréer, c'est-à-dire, moi je ne veux pas dire 15-16 ans, parce que c'est la fille toujours en adolescence, moi je dirais de 18 ans, 19 ans et plus. Donc il faudrait avoir de bonnes graisses. Pourquoi les bonnes graisses? Pour avoir une bonne ovulation. Pour avoir une bonne assise, si vous voulez, pour la prochaine grossesse. Si on est obèse, la femme va avoir une ovulation inhibée parce qu'il va y avoir des perturbations. On est obèse, donc on a une insulinorésistance, on a des effets mauvais, etc. Et des chamboulements d'hormones et qui vont toujours avoir surtout au moment de l'accouchement. La femme va beaucoup souffrir. Et elle souffrira pendant l'accouchement. Et même parfois, il y a des accidents qui surviennent. Il y a des accidents respiratoires pour le fœtus. Il y a aussi des accidents pour la mère. Et surtout, on tombe dans la plupart des cas dans ce problème d'accouchement par césarienne. Lequel accouchement, moi je suis contre. Contre parce que lui aussi, il gouverne la suite. Il garantit la suite. C'est de la bonne vie et la vie saine de l'individu. Mais s'il est mauvais, il va gouverner cette mauvaise vie jusqu'à la fin de l'individu parce qu'il n'est pas sorti par la voie vaginale ou bien voie basse qui est préconisée toujours par les organismes internationaux, par le monde de la santé, par le monde de la nutrition. Et si je ne l'ai pas, si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez me poser la question la prochaine fois et je vous expliquerai pourquoi il faudrait éviter la césarienne. Pendant la conception, quand on est obèse, on va avoir, c'est sûr, diabète gestationnel, une hypertension, c'est les choses que les professionnels de la santé contrôlent de très près quand la femme est au lit pour accouchement. Elle peut avoir un accouchement prématuré quand elle est obèse. Césarienne imprévue, un autre problème comme j'ai dit, de souffrance au moment de la... Même l'enfant peut avoir des difficultés et des problèmes aussi de l'allaitement pour l'enfant. Donc vous voyez ça quand on est obèse, quand on est maigre, quand la femme est maigre, pendant la conception, il peut augmenter le risque d'accouchement prématuré. Vous l'avez dit tout à l'heure.
et aussi le faible poids à la naissance. La femme enceinte doit éviter l'excès de l'apport de vitamine A sous forme, c'est-à-dire rétinol, parce qu'il est vraiment très toxique. Par contre, elle peut manger autant qu'elle veut de bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A, et qui est pas toxique et qu'on trouve bien sûr dans les végétaux, carottes, etc., etc. Tout ce qui est de couleur jaunâtre, orange, etc. La femme, bien sûr, doit éviter toutes les mauvaises choses, alcool, tabac, etc. Et la femme aussi doit éviter, enceinte, doit éviter certaines choses comme les épices, comme des choses aromatiques très fortes, etc. Et doit toujours chercher l'information auprès des nutritionnistes, des médecins nutritionnistes et des experts, bien sûr. D'accord. Certaines recommandations pour la femme enceinte sont les mêmes que pour la femme qui est normale. Mais dans le tableau que vous voyez là, vous avez les choses et les quelque chose qui doivent être un petit peu beaucoup plus par rapport à la femme normale. Par exemple, quand on prend une femme dont la tranche d'âge 15 à 50 ans, c'est l'âge de procréer, on va voir qu'elle a besoin de l'énergie, de l'ordre de 2000 et un peu plus. Acide folique, 200 microgrammes par jour. Protéines, 51 microgrammes par jour. Vitamine C, 40. Vitamine D, normalement il doit se soumettre au soleil aussi parce que c'est lui qui donne le maximum, 90%. Alimentaire, c'est un peu très... Sauf chez nous, par exemple, nous avons la sardine, certaines huiles, etc., les oléagineux, les noix, etc. La vitamine A aussi. Il a besoin de 600 microgrammes. Mais quand la femme est enceinte, dans le même âge, etc., enceinte, regardez la colonne à droite. Elle doit augmenter son énergie d'environ 200, surtout le troisième trimestre, d'environ 60 microgrammes par jour pour l'acide folique, de 6 grammes de plus par jour, au lieu de 51, ça va être 60, on va dire, grammes, 58, 59. Vitamine C, troisième trimestre, doit rajouter, donc elle va aller jusqu'à 50 microgrammes. Elle doit rajouter de la vitamine D par rapport alimentaire, son apport ou bien exposition au soleil. Il le faut, cette femme enceinte. C'est très important et surtout pour son fœtus. Et la vitamine A aussi doit ajouter jusqu'à 100 microgrammes pour sa bonne santé. Elle doit donc, comme j'ai dit, respecter les apports recommandés par les experts et diversifier son alimentation. Et si nécessaire, et si le spécialiste, le médecin, le nutritionniste voit qu'elle doit rajouter des choses externes sous forme de supplémentation, compléments, etc., il n'a qu'à le faire à ce moment-là. Hein, parce que pourquoi je vous le dis, la plupart des nutritionnistes de renommée sont contre tout ce qui est galénique. Galénique, c'est-à-dire qui se vend en pharmacie. Par exemple, je donne un exemple. Calcium galénique, c'est le calcium qu'on trouve aussi. Et le calcium, on peut l'avoir à travers le lait, à travers certains légumes, certaines choses, etc. Dans une alimentation, le calcium, quand il est mangé ou bien consommé avec tout son environnement, il est bénéfique pour la santé. Mais quand il est pris tout seul, sous forme de comprimés effervescents ou quelque chose comme ça, à la longue, les études ont montré qu'il va aller jouer un rôle, comme le rôle du ciment sur un mur, mais lui, il va jouer ce rôle sur les parois, sur les parois des artères et des veines et tout ça. Il va donc accélérer l'athérosclérose, ce qui est mauvais. Il va donc endurcir, bien sûr, les vaisseaux sanguins, ils ne vont pas rester souples et flexibles. Il faudrait donc aussi, pourquoi pas, prendre des multivitaminiques et des minéraux de plus quand c'est nécessaire pour la femme enceinte, comme je vous dis, pour la femme enceinte. Mais il faut toujours aller mono, comme je vous ai dit, parce que beaucoup de, surtout la vitamine D, la vitamine A, qui sont
très toxiques, ils ont des seuils à ne pas dépasser pour ne pas avoir des effets tératogènes. Toujours dans ces conseils, regardez, la femme non carencée ne doit pas dépasser 3300, surtout quand elle tombe enceinte, de microgrammes de vitamine A. Et les suppléments sont déconseillés pour elle, parce qu'elle est bien, normale, pas de problème. Mais quand il y a une forte prévalence de déficience en vitamine A, il faudrait donc encourager la supplémentation. Le reste, c'est des répétitions acide folique. Bon, le fer, oui, le fer surtout chez les femmes anémiques. N'oubliez pas que nous avons un grand pourcentage de femmes anémiques dans des enquêtes que nous avons faites, les enquêtes aussi du ministère de la Santé, d'autres organismes. Moi, personnellement, dans toutes mes enquêtes, je trouve qu'il y a une anémie qui va aller jusqu'à 50% chez la femme et aussi chez son enfant, en âge jusqu'à 5 ans. Donc, à chaque fois, on doit faire la ferritine, des analyses médicales pour voir, pour supplémenter en fer s'il le faut. Voilà. Voilà, la vitamine D, donc elle est là maintenant et actuellement dans tous les organismes. On recommande supplémentation en vitamine D parce que toutes les enquêtes montrent qu'on est carencé en vitamine D, que ce soit homme ou femme. Ça reste à piocher et à trouver dans la recherche. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'on est carencé ou nous avons un seuil qui n'est pas le même que les seuils connus en Europe et qu'on utilise d'habitude? Voilà, qu'est-ce qui est déconseillé? Les tisanes, oui, parce qu'on va acheter des tisanes, mais on n'est pas sûr de leur sécurité sanitaire et sécurité sanitaire, je dirais, alimentaire, pas sécurité alimentaire. Donc, insécurité sanitaire de l'aliment, bien sûr. Voilà, il faut éviter des choses qui ne sont pas bonnes et qui peuvent être toxiques, qui peuvent causer des malformations, surtout quand on utilise beaucoup de tisanes, beaucoup de choses, des pratiques traditionnelles qu'on a héritées de nos aïeuls, mais qui en ce moment, les femmes ne sont pas adaptées parce que la majorité des temps, il y a des accidents. Vous voyez par exemple les malformations qui peuvent être causées par toxoplasmose, ça c'est sûr, les chats dans la maison, etc. L'hystériose, les salmonelles, etc. Donc, éviter tout ça, éviter de manger beaucoup le foie, les huiles de foie, etc., etc. Donc, la semaine prochaine, on va commencer aussi. Monsieur, si vous voulez une question. Oui. J'ai remarqué avec le Covid qu'il y a des femmes enceintes qui prennent le zinc pour augmenter la... Je ne sais pas si c'est vrai ou... Le zinc, il n'y a pas de problème parce qu'il n'est pas toxique et jusque-là, il n'y a pas d'étude qui a interdit ça. Et même la femme, quand elle est enceinte, elle ne doit pas se faire des mauvaises idées ou bien elle ne doit pas penser que son enfant sera atteint de Covid. Parce qu'il y a une protection jusque-là, les études l'ont montré. Il n'y a pas d'étude qui jusque-là montre le contraire ou quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas trop. Par contre, vitamine A, comme je vous ai dit, la vitamine D en très grande quantité, c'est mauvais. Mais le zinc, non, il n'y a pas d'étude qui interdit ça. Parce que là, c'est des choses, on ne peut pas du jour au lendemain interdire la chose ou l'autoriser s'il n'y a pas d'étude à l'appui. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, merci pour vous tous. Merci, monsieur. Une question, je suis encore là, sinon, on laisse pour demain. Pour en peu de temps, chaque fois, je dirais à Fatem Zahra de vous prévenir et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas de question? Non, merci, monsieur. Donc, on est allé de l'enfant, femme enceinte, femme allaitante, on va aller voir la petite enfance, la grande enfance, l'adulte et la personne âgée. Et parallèlement à ça, si vous voulez me rappeler la semaine prochaine de vous parler de ces études et de leur crédibilité. D'accord? D'accord. De Barker et tout ça. Bonne soirée, merci pour votre attention. Et à Merci très à vous. bientôt. Merci. J'espère vous retrouver en présentiel parce que depuis les Haïtiens, on commence à nous
J'espère vous voir en présentiel, Inch'Allah, et pensez à vos exposés, si vous voulez faire des exposés, dans le thème qui vous convient dans ce cours. Oui, qu'est-ce que vous dites? C'est prévu l'épreuve présentielle? Pour le moment, non. On fait des cours en présentiel, mais avec vous, on ne nous a pas encore autorisé l'administration. D'accord, monsieur. À très bientôt. Mais ceci dit, je suis à votre disposition. Question ou toute autre chose, je suis là pour vous. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir.